Et on va plus loin avec vous, Karina Chabour. Un mot d'abord de ce qui se joue dans le détroit d'Ormuz. À chaque fois, on a l'impression qu'on passe à une nouvelle étape, un nouveau développement, et puis non, rien. L'accalmie aura été de courte, même de très courte durée là-bas, Oui, hein. absolument. Après la brève réouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran ce vendredi, et bien finalement ce lundi, c'est désormais clairement la douche froide. Disons que les investisseurs qui sont extrêmement réactifs ces derniers temps, au moindre signe, au moindre tweet de Donald Trump, eh bien ils doivent se faire désormais à l'idée que ce conflit, il s'installe dans la durée, que ce détroit d'Ormuz, il est verrouillé et sans doute pour un certain temps. Les infrastructures gazières et pétrolières de la région, eh bien elles sont durablement endommagées. Autrement dit, on assiste à un choc d'offres mondial sur les hydrocarbures. On a vu cette courbe qui est la conséquence immédiate. Alors d'abord, des indices boursiers qui ont replongé dans le rouge ce matin, que ce soit en Asie comme en Europe. Et on voit un cours du pétrole qui est reparti, donc qui se retend à nouveau. Alors, il ne dépasse pas la barre symbolique des 100 dollars. Autrement dit, il n'y a pas de panique générale, mais on voit un niveau de pétrole qui est quand même nettement supérieur à celui d'avant-crise, d'avant le 27 février dernier, avec des répercussions en chaîne, notamment à la pompe, avec un prix du carburant qui augmente. Et ce sont d'abord les pays non producteurs, évidemment très dépendants de leurs importations en provenance du Moyen-Orient, qui encaissent le choc. Au premier rang, l'Asie, toujours, hein. Absolument, puisqu'une grande partie de ce pétrole du détroit d'Ormuz, eh bien, il est destiné en priorité au marché asiatique. On pense évidemment à la Chine, et d'ailleurs Pékin ne cesse d'exprimer ses inquiétudes, tant elle craint pour ses approvisionnements. En gros, la moitié du pétrole qu'elle importe provient de ce détroit d'Ormuz. Il y a aussi le Japon, dont là c'est près de 90% de ses approvisionnements qui proviennent du Moyen-Orient. La Corée du Sud, ce sont là 70%, mais également l'Asie du Sud-Est, on pense au Vietnam, on pense à la Thaïlande, à la Malaisie. Et déjà, ces pays, ils ont dû puiser dans leurs réserves stratégiques et réagir très vite. La Chine, par exemple, elle a interdit toute exportation de carburant à l'étranger pour protéger ses besoins, pour protéger son marché intérieur. Et puis d'autres pays, ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre des mesures de rationnement pur et simple. Alors on pense à la Birmanie, au Sri Lanka, où des quotas de carburant ont été instaurés à la pompe, avec une circulation alternée pour les véhicules. La semaine de travail des fonctionnaires, elle a été limitée à 4 jours, comme aux Philippines, où le télétravail et les réunions sont désormais fortement encouragés pour limiter évidemment les déplacements. Et puis on pense également à l'Afrique de l'Est, la côte orientale, dont nombre de pays sont très dépendants également de ces énergies venant du Moyen-Orient et qui ont dû, elles aussi, prendre des mesures drastiques. Alors par exemple en Égypte, dès le début de la crise, il y a un couvre-feu qui a été instauré sur les magasins pour limiter la consommation d'énergie. En Éthiopie, le carburant est prioritairement réservé aux hôpitaux ou à des besoins essentiels comme l'adduction d'eau ou encore l'armée. En Tanzanie, les autorités réduisent la taille des convois officiels et restreignent certains déplacements publics. La grande crainte derrière ces mesures d'urgence, évidemment, c'est la pénurie pure et simple. Et partout ailleurs, la même crainte, hein, finalement, c'est de voir le spectre d'une nouvelle vague inflationniste arriver, hein. Oui, alors là, on ne parle pas de rationnement, en tout cas pour l'instant, tout dépend évidemment de la durée de ce conflit, mais c'est plus d'une envolée des prix. Le reste du monde n'est pas épargné, y compris les producteurs de pétrole, puisqu'ils importent là, plus souvent une partie des produits raffinés qu'ils consomment. Partout, la crainte est celle d'une flambée durable des prix de l'énergie, avec des répercussions en chaîne sur l'ensemble de l'économie. Car au-delà du pétrole et du gaz, le blocage des routes maritimes renchérit d'abord le coût de l'aluminium. Vous savez que le Qatar en est un grand producteur. L'aluminium, c'est essentiel pour bon nombre d'industries, comme par exemple l'automobile. Il y a également le prix de l'hélium, qui est un gaz essentiel pour la production, par exemple, de semi-conducteurs, pour la fabrication de fibres optiques, mais aussi pour bon nombre d'usages médicaux. Il y a également les emballages et autres matières plastiques, mais aussi les engrais. Et attention, parce que là, les engrais, ça pourrait être une source, même un gros danger pour la souveraineté alimentaire de nombreux pays africains. Mais globalement, effectivement, c'est la perspective d'une hausse généralisée des prix qui inquiète. Et face à cette pression inflationniste, les grandes banques centrales sont aux aguets. Elles envisagent pour certaines relever à nouveau leur taux d'intérêt. Vous savez, c'est une mesure classique que l'on prend en cas de hausse de prix généralisée, en tout cas pour tenter de contenir ce risque, mais qui, lui, risque en retour de ralentir la machine économique.
Et ce, après, vous savez, de nombreuses crises que l'on a pu vivre ces derniers temps. On pense évidemment à la crise Covid, on pense à la guerre en Ukraine avec une crise énergétique qui a pu suivre, et à la grande différence qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, les marges de manœuvre budgétaires des États, elles sont très entamées, avec des dettes qui ont explosé. Et donc, disons que des capacités pour les États à amortir, à prendre des mesures pour accompagner ces citoyens qui sont fortement réduites. En tout cas, on voit la grande volonté d'apaisement. Je ne sais pas si vous avez reçu, vous aussi, mais je pense que c'est à peu près le cas pour tous les Français, ces courriers, hein, notamment de Gaz de France, Engie, qui communiquent beaucoup sur la variation des prix, comme dans un souci d'apaiser les esprits et de calmer le jeu, hein. Merci beaucoup, Karina. Merci.